Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, messieurs, bonjour, bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine de DBS Matin. Nous sommes le lundi 4 mai de l'an de grâce 2020. Vous connaissez déjà le principe de DBS Matin. Tout au long des 2 heures à venir, nous allons vous entretenir, en tout cas dans le monde de l'information, sans oublier justement que la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur DBS Matin. Dans un instant, la chronique de Hervé Moukouri. Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Assez bien, merci. Le week-end a été? Ça a été, on a essayé comme toujours de gérer. On gère toujours, on gère toujours. En tout cas, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous êtes là pour la chronique et dans la chronique de ce lundi, vous faites allusion à ces hommes politiques annoncés pour morts et qui refont finalement surface. J'aurais bien voulu parler de la presse ce matin, mais c'est partie remise. De toute façon, parlons de ces hommes qui font donc qui disparaissent. Leur comeback. Leur comeback en politique. Alors, le président Paul Biya n'est pas seul à être tué par la rumeur. L'annonce du décès du chef de l'État devenu répétitive est désormais une risible banalité. Le sphinx Paul Biya se prête à ce jeu qui visiblement remonte sa côte lorsqu'il fait son apparition. Après qu'une rumeur incontrôlée répandant sa disparition emballe le pays. On observe donc ses faits et gestes, on scrute sa physionomie. La dernière fois, on est même allé jusqu'à scripter, décoder, analyser la vidéo de la rencontre au Palais de l'Unité entre le chef de l'État Paul Biya et l'ambassadeur de France au Cameroun. Alors, cette technique de jouer le mort, laisser courir la rumeur et apparaître plus tard, fait, paraît-il, des émules particulièrement en Corée du Nord. Plusieurs médias en Chine, au Japon, aux États-Unis et même en France ont en effet annoncé la semaine dernière le décès du leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, âgé de 36 ans et qui règne d'une main de fer dans son pays depuis 2011. Cette folle rumeur précisait qu'il est décédé de suite de maladie. En fait, celui qui est qualifié sous d'autres cieux de dictateur n'aurait alors pas survécu à une opération du cœur, une semaine jour pour jour, après que l'information sur la disparition du leader de la Corée du Nord, il fait son apparition. Comme pour montrer sa grande forme et tirer définitivement la rumeur et tuer définitivement la rumeur, Kim Jong-un a participé vendredi dernier à l'inauguration d'une usine d'engrais. Une image publiée par le gouvernement montre bien le dirigeant suprême coupant le ruban pour l'inauguration de cette usine aux côtés de sa sœur et conseillère Kim Yoon-jong. Il faut dire que les spéculations sur l'état de santé de Kim Jong-un étaient parties le 21 avril dernier d'un média en ligne géré essentiellement par les Nord-Coréens ayant fait défection, qui, citant des sources non identifiées à l'intérieur du pays, avait donc affirmé que le leader nord-coréen était dans un état préoccupant, souffrant de tabagisme et d'obésité et même de surménage, et qu'il était en danger de mort après son opération. Alors, comme Paul Biya, l'apparition de Kim Jong-un a suscité une vague de réactions. Le peuple dans la hantise a retrouvé son leader, presque un divan, beau et fort. L'espoir renaît alors qu'on se retrouve dans les ténèbres toujours. Les opposants, quant à eux, prennent une sacrée claque tout honte bu et sont refroidis. Quant aux activistes, ils sont désillusionnés. Enfin, la presse qui ne voit pas d'un bon œil l'éternité, alors la présence de ce leader à la tête du pays, à la tête de la Corée du Nord, et obnubilé par la volonté de le voir périr, oublie souvent de jouer son rôle, c'est-à-dire fouiller et surtout enquêter pour voir
et avoir la bonne information. Ici, comme en Corée, on s'est contenté de relayer une rumeur fausse, en espérant tirer tout simplement les marrons du feu. En espérant justement tirer les marrons du feu, comme quoi le sphinx renaît toujours de ses cendres. Il n'est pas seul. D'autres commencent à copier et ne soyons pas surpris que la mayonnaise puisse prendre dans bien d'autres pays. Dans bien d'autres pays, en tout cas, Kim Jong-un est toujours en vie, âgé de 36 ans, leader nord-coréen. On dit d'ailleurs qu'il gère d'ailleurs ce pays d'une main de fer. Et vous nous faites savoir d'ailleurs que, quelque part, il était malade. On parle de tabagisme, d'obésité, justement. C'est ce que la rumeur a relayé. On nous fait savoir qu'il est mort. Malheureusement, il a encore réapparu, comme le chef de l'État camerounais Paul Biya. Et plus en forme que jamais d'ailleurs. Plus en forme que jamais. Merci en tout cas, Hervé Moukouri, d'avoir été des nôtres ce matin. Dans un instant, nous allons entrer justement dans le débat. Et sans oublier que l'un de nos invités, c'est justement Bandakani André, justement président du NMP. Tout de suite et maintenant, mesdames, messieurs, voici le débat. Ils sont déjà là, mes invités au pas de cause d'ailleurs avec mon équipe qui joue d'ailleurs four au moulin, c'est comme ça également tous les matins. À ma gauche, André Bandakani, président du NMP. Bonjour président et bienvenue à vous. Bonjour Jocelyn Goss, bonjour à la grande équipe de techniciens de télévision, sans lesquels on ne peut pas travailler justement à toute aisance. Je salue mes copanélistes. Je n'ai pas avoir la vie la vedette, je vous laisse les présenter. D'accord. À votre gauche, justement, Albert Anatoly ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue le grand Bandakani André, que j'ai le plaisir et le privilège, n'est-ce pas, de rencontrer ce matin dans le cadre de cette tribune. Je salue l'autre copanéliste que vous aurez certainement le privilège de présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Je salue tout cela qui nous regarde ce matin dans le cadre de cette tribune, tant pour moi. Écoutez, mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, hier, c'était la 27e journée mondiale de la liberté de la presse qui s'est célébrée dans le contexte que vous connaissez. Au Cameroun, il s'agit des prolongations aujourd'hui avec le mouvement qui a été engagé par les éditeurs de presse à partir de Yaoundé dans le cadre d'un conclave qui s'est tenu le 28 avril dernier et qui voudrait qu'il y ait presse morte aujourd'hui. Belle initiative, certes, mais sauf qu'il n'y a pas eu de concertation. Donc c'est ce qui signifie donc que, bien évidemment, ça va être relativement observé, ce mouvement d'humeur. Mouvement d'humeur, en tout cas, on espère qu'il sera respecté. À ma droite, docteur Dominique Yamtimba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Ngoss, merci de m'accueillir dans votre studio. J'espère que le week-end a été. Oui, ça va, ça a été un week-end calme. Ça a été un week-end plutôt calme pour mes activités, mais plutôt désagréable à cause du bruit. Parce que subitement, je me suis souvenu que ça faisait 2 mois que l'église et le snack bar, qui sont pas loin de moi, environ une 50aine de mètres, ne s'étaient pas discuté la vedette. Alors, ce souvenir est revenu et c'était très désagréable, d'autant plus que je voyais une église pleine. Personne n'avait de masque, il n'y avait aucune distanciation sociale. Et puis au bar, ça fêtait, ça serrait, ça célébrait. J'ai surtout eu peur de la catégorie sociale dans ce bar qui était sacrifiée, à mon avis, les serveuses. Messieurs, justement parlant du Covid-19, depuis qu'on a annoncé d'ailleurs le Covid-19, le coronavirus sur le sol camerounais, le gouvernement camerounais a fait une sortie pour nous faire savoir que les soins de santé, surtout dus au coronavirus pour les patients d'ailleurs, étaient gratuits. Et plus tard, le gouvernement a encore ressorti pour nous faire savoir qu'un patient de Covid-19 coûte à l'État 300 000 francs CFA par jour. Qu'en est-il aujourd'hui? On se pose d'ailleurs la question parce que tout au long de cette semaine qui vient de se passer, on a posé pas mal de questions à plusieurs personnes qui sont allées dans les hôpitaux. Eh bien, ils nous ont fait savoir que ce n'est pas gratuit. Où est donc passée la gratuité pour les malades du coronavirus? Je vais me tourner vers André Bandakani. Est-ce que c'est une première au Cameroun? La gratuité de l'école est consacrée. Du moins dans les mots, mais est-ce que c'est gratuit? Dans les écoles publiques, dans les lycées, l'école est gratuite de bouche, mais dans le fait, elle coûte cher. À chaque rentrée, les parents doivent faire des efforts extraordinaires pour sacrifier, n'est-ce pas, à cette obligation qui commence à être même problématique si on approfondit la réflexion sur le coronavirus.
Donc, je ne suis pas surpris que on ait la même dynamique en ce qui concerne le Covid. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Il faut que l'État du Cameroun dise la vérité au Cameroun. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens, c'est le Cameroun qui n'a pas les moyens. Moi, je me rappelle, lorsque l'État s'est retrouvé confronté, n'est-ce pas, au programme d'ajustement structurel, dont l'une des caractéristiques était justement la suppression de l'État-providence, c'est-à-dire la suppression de l'action sociale de l'État. Joseph Obona, à l'époque, qui était ministre du pouvoir de l'Éducation nationale, justement, avait trouvé une stratégie, le concept d'école communautaire, qui était en fait une façon de donner l'école, de laisser aux parents la charge de financer. Donc il faut à un moment donné, quand l'État n'a pas les moyens, de dire la vérité aux populations et de partager, n'est-ce pas, les charges. On a un grand problème de santé publique, c'est même une urgence. Pendant ce temps, il faut le dire, président Badakani, les malades sont rançonnés. Oui, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Moi je l'ai vécu en direct. Lorsque je revenais de Conakry. Oui. J'ai vécu en direct, n'est-ce pas, le système de corruption informelle qui était mis en place, n'est-ce pas, par la chaîne qui était censée s'occuper des malades. J'ai vécu ça en direct. Donc, et à l'époque, j'ai même eu des prises de bec violents avec cette chaîne-là, cette chaîne de service d'endettement. J'ai eu violent. Donc, c'est pas nouveau. Ce sont des habitudes qu'il y a chez nous, il faut les déplorer. Il faut à un moment donné qu'on dise la vérité au Cameroun. Mais c'est les Camerounais qui souffrent aussi, président Badakani. Nous disons la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'État dise la vérité au Cameroun. Quand l'État n'a pas les moyens devant une situation, il faut partager. Lorsque je dois qu'on a fait cette réforme-là dans les années, je crois, 80-90, mais c'était clair. Il a présenté, les parents ont adhéré. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette demande, mais les parents ont adhéré. Et l'école a pu tenir grâce à ça jusqu'à aujourd'hui, malgré les défaillances. Donc, à un moment donné, quand on n'a pas les moyens d'affronter une réalité, il faut dire la vérité aux Camerounais et puis on partage. Vous êtes également d'accord avec Albert Anatole ici qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement dise la vérité aux Camerounais quand il n'a pas de moyens? Mais écoutez, le gouvernement a dit la vérité aux Camerounais avec ses mots, avec ses actions. Ce que je voudrais tout simplement indiquer, c'est quoi? C'est que l'hôpital est un établissement public qui a une vocation de service public et social. Mais ça ne veut pas pourtant dire que tout est gratuit. Tout à l'heure, avant de venir dans cette tribune, j'ai échangé avec un personnel de santé par rapport à la thématique. Bien évidemment, nous sommes en train d'aller à l'assurance médicale avec la fameuse assurance santé universelle qui a commencé à être mise en musique par M. Mamafouda André, l'ex-ministre de la Santé publique. Et donc, ce qui suppose quoi? Que, en l'état actuel des choses, nous sommes en train d'assister au casting habituel, c'est-à-dire, on signe d'abord un texte, et puis, par la suite, on verra ce qu'on verra. Parce que, aujourd'hui, dans un contexte de crise sanitaire, vous avez constaté que le ministre de la Santé publique, malheureusement, a retiré, n'est-ce pas, du protocole de dépistage, le scanner, pour des raisons, quelques maladies économiques, mais je pense aussi pour des raisons éthiques. Parce que ça coûte cher, un scanner, et dans un contexte de gratuité, entre guillemets, il y a quand même certains patients qui payaient ce scanner. Il faut le dire. Et dans certaines structures sanitaires, ce scanner est en sous-traitance. Je voudrais nommer ici le cas de l'hôpital Akenti de Douala, dont le scanner est en sous-traitance. Ce qui suppose donc quoi? Ce qui suppose qu'en réalité, nous évoquons un cas comme le scanner, nous évoquons également, peut-être dans le cadre de cet échange, nous allons également évoquer le cas des tests de dépistage qui sont disponibles, mais qui ne sont malheureusement pas utilisés dans les hôpitaux. Parce qu'on est en train de faire dans la surenchère. On est en train de faire dans l'affairisme. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier que dans les hôpitaux, il y a des consommables médicaux qui sont achetés. Il y a des médicaments qui sont achetés. Et pour que la prise en charge soit efficiente et efficace, il faut bien que quelqu'un finance la santé quelque part. Soit c'est l'État, soit c'est les assurances, soit c'est les populations. Mais dans le cas d'espèce, justement, le gouvernement
par la voix du ministre de la Santé publique, a indiqué que la prise en charge des malades Covid-19 est gratuite, ce qui n'est pas le cas. Je voudrais également, pour faire une légère digression, par rapport aux annonces officielles, qui sont très souvent solennelles. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'on nous a annoncé que, par exemple, que les hôtels réquisitionnés dans le cadre des confinements, de la mise en quarantaine ou en quarantaine, tout ce que vous voulez, des malades Covid-19 devaient être payés. Mais au moment où je vous parle, ces établissements hospitaliers n'ont pas encore été payés. Ces termes vont entrer dans la compensation fiscale, tout ce que vous voulez. Parce que c'est ça le problème. Donc moi, je crois que, comme cette affaire-là subit tout le monde, mais au niveau du Cameroun, on travaille plus sur le texte que sur le terrain. C'est vrai quand même qu'il y a des actes, il y a des actions qui sont en train d'être menées, notamment par les services décentralisés ou déconcentrés du ministère de la Santé publique, mais il y a un problème de l'implémentation. C'est donc l'occasion pour moi de demander au ministre de la Santé publique de descendre, de sortir un peu de son bureau, comme il a eu l'habitude de le faire, de faire un peu le tour des régions. Parce que là, il ne sait pas des choses pas du tout agréables. Pas du tout agréable. Il y a également quelqu'un qui nous a rejoint également sur ce plateau ce matin. Patient Parfait, donc bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steven Goss, bonjour à tous mes amis du panel et merci pour cette invitation. Vous nous trouvez justement dans le vif du sujet. On parle bien sûr de ces malades de Covid-19 dont l'État du Cameroun avait déclaré haut et fort qu'il prendra en charge. Ce n'est pas justement implémenté sur le terrain et surtout dans les hôpitaux. Je crois que le contraire nous aurait étonné. D'abord, il y a cette manie camerounaise de ne pas absolument appliquer les instructions qui sont données. Oui. Il y a une chose entre les textes qui existent, l'autre chose c'est sur le plan pratique, comment ils sont appliqués. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Même la mère des lois, qui est notre constitution, nous peinons à l'appliquer alors qu'elle existe. Maintenant, il y a un caractère qu'on a souligné, à mon sens, qui est peut-être le fait important, marquant de cette difficulté. Nous n'avions pas des structures sanitaires aux normes. Nous n'avons pas encore une administration aux normes. On n'avait pas encore des pratiques et des coutumes rodées de telle manière qu'on sache que quand on a telle difficulté et qu'on prend une décision directement, on passe à l'acte comme ça. Bon, maintenant, on ne peut pas non plus gommer la corruption endémique, n'est-ce pas, qui pourrit complètement le corps social camerounais. Donc à partir de ce moment-là, je crois que c'était comme un secret polichinelle de se dire que de toute façon, au niveau de la mise en musique, oui, comme je viens de dire, de certaines autres décisions, il y aura des couacs par endroit. Bon, tout ce qu'on peut constater, c'est que tous les pays du monde ont pratiquement ces problèmes. Il faut pas qu'on donne l'impression que c'est une affaire purement camerounaise. Dans tous les pays du monde, on a des difficultés. On a des choses qui ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, mais le Cameroun a la spécificité de sa culture. La culture de cet État qui est né dans la corruption et qui entretient la corruption à tous les niveaux. Au point où les gens pensent que quand ils sont dans un secteur bien défini, c'est le moment pour eux de se mettre plein de poches. Vous savez, vous connaissez l'adage camerounaise qui dit que la chèvre broute là où elle a attaché. Mais c'est aussi là où le serpent se trouve. D'autres l'ont appris à leur dépens. Mais et là où c'est grave, c'est qu'il y a des gens qui font le commerce sur la mort. Vraiment, sans la moindre petite morale. Ils font le commerce sur la mort, ils s'en foutent. Bon, on a beau tirer sur l'administration, tirer sur le personnel sanitaire, mais regardez, des gens qui vendent par exemple un détail, les cache-nez. Regardez comment ces gens se comportent. Donc, c'est une culture camerounaise qu'il faudrait éradiquer pour avoir un niveau de perfection vraiment par rapport aux choses qui surgissent. Et il y a le disait des moments, c'est la première secousse. Il y aura d'autres secousses qui vont arriver tôt ou tard. Donc, c'est à nous de nous mettre dans une dynamique, dans une culture, n'est-ce pas, de réactivité et de réaction pour sauver des vies, pour être efficace, surtout pour donner un sens à l'État. Parce qu'avec ce que nous voyons là, on a l'impression que l'État, la parole de l'État n'a plus sa valeur. Or, dans les situations les plus dangereuses comme celle-ci, que l'État doit réaffirmer la plénitude, n'est-ce pas, de son droit régalien par rapport, n'est-ce pas, aux décisions qui doivent être prises, qui vont être impactées dans la vie des gens. Donc, pour moi, une fois de plus, je dis, c'est pas une affaire uniquement camerounaise, fouillez partout. Moi, j'ouvre les oreilles, les yeux, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup. Dans le monde entier, cette pandémie est en train de montrer les défaillances des structures sanitaires
dans le monde. Mais en Afrique, précisément, parce que nous étions tellement en retard, et quand on criait, on disait qu'on n'a pas les infrastructures sanitaires aux normes, ni quantitativement, ni qualitativement. Oui. Bon, les turiféraires du régime nous expliquaient que oui, vous aimez trop bavarder, la perfection n'est pas de ce monde, etc., etc. Mais on voit à la moindre petite secousse comment tout l'édifice a failli s'écrouler. Moi, je suis obligé de le dire, je félicite le ministre de la Santé, qui, avec les moyens dérisoires, essaie de se battre comme il peut. Avec un personnel qui a une culture et une mentalité qu'on connaît très bien, il essaie de séculer légèrement le cocotier, quitte à ce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, les dirigeants du moment, tirent les leçons de cette histoire-ci. Parce que comme, heureusement pour le corona, moi je dis c'est une merveille. Elle ne choisit pas de couche sociale à qui s'attaquer. Docteur Yamtimba, jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement camerounais prend souvent des décisions, mais ces décisions ne sont pas applicables ou alors appliquées sur le terrain. C'est le cas aujourd'hui avec le Covid-19. On parle bien sûr de coronavirus dans les hôpitaux. Et j'aimerais bien savoir où est passé le serment d'Hippocrate. Non, ce n'est pas le sermon d'Hippocrate. Hippocrate n'a jamais écrit ce texte. C'est Oui. le sermon d'Imhotep. d'Imhotep. C'est un de vos ancêtres qui l'a dit, Hippocrate l'a recopié. Hippocrate, Alors, ok. donc, c'est tout à votre honneur. Alors, c'est extrêmement désagréable de parler du secteur de la santé dans notre pays. Et naturellement, on peut toujours, avec toute l'honnêteté qu'on a, reconnaître qu'il n'est parfait nulle part dans le monde. Oui. Mais les tares de notre système de santé sont, font mal. En réalité, au-delà du serment dont vous avez parlé, il y a l'architecture du secteur qui lui-même est anachronique, c'est-à-dire complètement dépassé et ne répond plus aux enjeux et aux attentes d'aujourd'hui. Nous avons un secteur de la santé qui est qui a plus de réflexes capitalistes ou de réflexes de corruption que réellement des réflexes sérieux de construction et de réponse aux besoins de santé des populations. Vous devez savoir que tout ce qui est clinique coûte trop cher. Ce n'est à la portée de personne ou de très peu de gens, qui ne représente même pas 1% ou 0,5% de la population, et du coup la concurrence est féroce. Sauf que les prix sont faits pour ces gens-là dans les cliniques, et comme ils sont tous entre eux, ces prix-là sont supportés par les assurances. Parce que eux, ils peuvent payer l'assurance maladie, donc ils vont en clinique. La conséquence, c'est que l'assurance maladie est tout simplement inaccessible, est totalement hors de portée de la grande majorité de la population. Il y a de plus en plus de petites solutions, on appelle ça la petite assurance, mais qui ne couvrent pas grand-chose. En fait, on va vous soigner le paludisme, on va vous soigner de la typhoïde, des petites choses du quotidien, mais quand vous êtes vraiment malade, votre assurance maladie ne peut pas. Parce que une police d'assurance qui va tourner entre 30 et 60 000 francs, encore que c'est quand même un mois de SMIC. Oui. Donc, il n'y a pas même ça, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui sont capables de payer une telle police d'assurance. Mais elle ne vous permettra pas le jour où il vous faudra peut-être une opération chirurgicale ou quelque chose d'important qui va coûter 1 million de francs. Vous ne pouvez pas parce que votre couverture est de l'ordre de 500 000. Ceux qui ont les moyens, il y a les cadres d'entreprise, les hauts cadres d'administration, les chefs d'entreprise, etc., les expatriés, de toute façon, eux, ils sont pris en charge par leurs entreprises. Eux, ils peuvent donc aller en clinique. L'hôpital se meurt. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, ils voient de la peinture, ils croient que c'est ça un hôpital. Un hôpital, ce n'est pas les murs, ce n'est pas la peinture. Un hôpital, c'est 2 choses fondamentales, ou 3 choses fondamentales. Un hôpital, c'est le personnel médical, donc vous avez de la ressource humaine capable de soigner. 2, c'est le plateau technique. Est-ce que lorsque le médecin doit poser un diagnostic, est-ce qu'il a les outils de son diagnostic? La plupart du temps, nos médecins, je pense que soit c'est des génies, soit c'est des sorciers. Ils sont trop forts, à mon avis. Parce que quand je compare ce qui peut se voir ailleurs, en termes de plateau technique, et je compare à ce que je vois au Cameroun, ces gars sont tout simplement soit des génies, soit des sorciers. Je ne sais pas comment ils font pour soigner les gens, je leur tire un coup de chapeau. La 3e chose, c'est finalement l'organisation. Comment sont organisées les activités d'un hôpital? Quand vous arrivez dans nos hôpitaux, ce qui vous frappe en premier, oui, c'est le nombre de personnes qui n'ont rien à faire dans l'hôpital, qui ne font rien pour la santé des malades, qui font beaucoup de choses qui n'ont rien à faire avec la santé des malades et qui surpeuplent l'hôpital. Et vous vous demandez, mais finalement, qu'est-ce qu'ils font là? Quels sont ceux qui soignent les malades? Qu'est-ce qui permet d'avoir le plateau technique? Et ensuite, maintenant, vous entrez dans les relations entre l'hôpital et le ministère lui-même, parce que après, on va dire, non, mais c'est tout ça, c'est le ministère de la Santé. Non. Vous vous êtes déjà demandé
quel est le financement public qui arrive dans les hôpitaux publics chaque année? Messieurs, vous avez beaucoup d'hôpitaux qui n'ont pas 100 millions d'argent public chaque année. Et là, je vous parle de choses entendues de la bouche des médecins. Ils n'ont pas 100 millions de financement d'argent public. Comment vous voulez qu'un hôpital soigne des gens avec moins de 100 millions? Comment ils font? C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas comment ils font. Vous arrivez dans nos hôpitaux, vous n'avez pas de scanner. Mais bon, le scanner, c'est trop lourd. Il y a du mal à avoir une bonne radio. Vous avez les radios qui datent de Mathusalem. Ils doivent quand même se débrouiller avec ça. Les gens se demandent pourquoi beaucoup de jeunes médecins camerounais s'expatrient. Mais parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Pourquoi beaucoup de médecins camerounais formés à l'extérieur ne veulent pas revenir? Mais ils ne peuvent pas travailler. Et cette situation, malheureusement, crée toute cette nébuleuse à laquelle nous faisons face et qui fait que les petits rusés, les petits futés tirent les marrons du feu, s'enrichissent. Regardez l'hôpital public. Vous verrez toujours certains types qui ont réussi à s'enrichir dans l'hôpital public qui n'a pas d'argent. Comment ils font? Vous ne comprenez pas. Vous allez et chaque fois que vous présentez des projets qui peuvent aider l'hôpital à se relever, et je me souviens de cette jeune entreprise, par exemple, qui voulait installer un scanner à l'époque, 2012, de 128 barrettes. Ça donne des clichés en couleur. Et c'est accessible sur Internet, donc le médecin n'a pas besoin d'être là. On vous passe votre scanner, il est en mission en Australie, ou il est dans son village là-bas à Songpek. Il prend son smartphone, tac, il regarde pour son diagnostic, il n'a pas besoin d'être là. Ce projet a été bloqué par un ministre de la République qui a quand même lancé un appel d'offres là-bas pour 320 millions pour une antiquité qui n'a jamais été installée. Je n'ai jamais vu nulle part dans le monde où on installe un scanner en 3 semaines, mais l'argent a été quand même dépensé et il n'y a pas de scanner. C'est ça le problème de l'hôpital au Cameroun. Et vous ne pouvez pas avoir un bon hôpital dans lequel les gens sont mal payés. Un médecin, c'est 7 ans de formation universitaire. Et vous voulez le payer moins bien qu'un inspecteur de police? Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre pays. C'est pour ça que je parlais d'anachronisme, de mauvaise ordre d'architecture du système. Vous ne pouvez pas avoir un médecin spécialiste qui gagne moins d'argent qu'un commissaire de police. Mais c'est pas possible. Quelle est cette affaire-là? Du coup, ils ne travaillent pas. En fait, ils sont découragés, démotivés. Et il leur reste juste ce truc, cette passion. Ceux qui sont c'est les passionnés qui sont là. C'est pour ça que je vous dis, je comprends pourquoi, en fait, soit c'est des génies, soit c'est des sorciers, parce qu'ils sont passionnés et ils font ce qu'ils peuvent dans le contexte dans lequel ils sont. Et ils arrivent quand même à un certain nombre de résultats. Mais la situation de l'hôpital aujourd'hui appelle 2 ou 3 choses. La première chose, on parlait de couverture santé universelle. J'ai vu la composition de la commission que le Premier ministre a proposé. Je crois qu'il faut revoir la copie. C'est pas bon du tout. Vous ne pouvez pas faire une couverture assurance santé universelle. Les assureurs sont même pas au courant. Vous ne les impliquez pas. Vous n'impliquez pas les experts comptables qui vont apprendre aux gens à bien compter, comment l'argent va circuler, comment on va pouvoir faire les dépenses, etc., à équilibrer les comptes. Oui. Vous n'impliquez pas... En fait, il y a tellement de corps de métier qui ne sont pas impliqués. Vous n'impliquez même pas du tout la société civile. C'est-à-dire que les gens pour qui vous voulez faire la couverture santé universelle, là, vous ne les impliquez pas pour qu'ils vous disent ce qu'eux, ils veulent. Vous prenez un ensemble de fonctionnaires et vous dites que ces fonctionnaires sont censés tout savoir de ce que les gens veulent et de tous les métiers qui gravitent autour de l'assurance santé universelle. Cette première chose, il faut bien l'organiser. La deuxième chose, je pense que nous avons un certain nombre de jeunes médecins qui dirigent un certain nombre d'hôpitaux de district aujourd'hui qui n'ont qu'un seul concept à la bouche, la clinique publique. Ce n'est pas par rapport au coût, c'est par rapport à la qualité de service. Et cette qualité de service que nous appelons de tous nos voeux, oui, il faut qu'elle soit installée, instaurée, respectée à travers, premièrement, la réorganisation de l'hôpital. L'autonomisation de l'hôpital, parce que l'hôpital encaisse beaucoup d'argent. Nous avons des hôpitaux au Cameroun qui font des chiffres d'affaires en milliards. Sauf que du fait de l'unicité des caisses publiques, tout ce qu'ils font comme recette est reparti. Et les seules ressources qu'on leur envoie, qui s'appellent des subventions, malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup n'atteignent même pas 100 millions. Donc, il faut revoir, autonomiser jusqu'à un certain niveau l'hôpital et donner des pouvoirs plus étendus aux directeurs des hôpitaux, oui, en termes de gestion des infrastructures, en termes d'organisation du travail, en termes de gestion de personnel. Troisième chose, je pense que l'hôpital aujourd'hui, il faudrait que l'hôpital cesse d'être l'affaire des seuls médecins.
Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons beaucoup de bons médecins qui passent leur temps dans l'administration au lieu de faire leur boulot de médecin. Vous ne pouvez pas avoir un secrétariat général d'hôpital tenu par des médecins ou des infirmiers. Ça n'a aucun sens. C'est de l'administration, c'est pas de la médecine. Donc, ces gens-là doivent faire leur boulot de médecin ou d'infirmier, mais pas du travail administratif. Parce que s'ils sont des administratifs, c'est pour ça, au bout du compte, qu'ils commencent nécessairement à être beaucoup plus intéressés par ce qui est administratif, les marchés, les recouvrements, les paiements, etc. Donc, je crois, pour conclure, que nous ne nous en rendons pas compte, mais cette pandémie est une très grosse opportunité, je ne cesse de le dire. Une grosse opportunité pour que nous ouvrions les yeux. J'ai juste peur que malheureusement les habitudes soient tellement lourdes et tellement ancrées que nous n'arrivions pas à voir que là, nous ne pouvons plus rien cacher. La nudité est dehors et qu'il faut repenser totalement le système en incluant le maximum de personnes. C'est le temps de l'union sacrée. C'est le temps de la réflexion qui inclut tout le monde en fonction de l'expérience et de l'expertise des uns et des autres pour qu'on ait un Cameroun meilleur. Président Badakane, vous avez suivi en tout cas la description assez triste, hein, il faut le dire comme ça, de l'admission sanitaire, en tout cas au Cameroun. On a l'impression que l'humanisation des soins qu'on nous attend en santé n'est pas d'actualité. Ce que l'intervention du docteur Yam nous apprend, il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Vous le faites, vous êtes un sorcier. Il nous a fait quitter du terrain de l'opinion pour entrer sur le terrain de la science. Ça veut dire quoi? Pour ajouter à ce qu'il a dit, si brillamment, il faut qu'on comprenne enfin. Sauf à faire comme des enfants, que vous n'avez pas de la médecine dite moderne sans l'industrialisation. L'industrialisation permet de produire à faible coût ce qu'on appelle les biens de production. Oui. C'est-à-dire ces plateaux techniques qui coûtent extrêmement cher et que nous ne faisons qu'importer. Et qui grèvent extraordinairement le budget de nos États. C'est un paramètre que si on ignore, on bavarde. On bavarde. Ce qu'il a dit là ne peut être complet que si on intègre ces paramètres que je viens de donner. Sinon, on va se mettre à décrire les effets. C'est la chose la plus facile du monde et ça peut faire grandir les égos, mais personne ne prendra au sérieux. Donc il y a un problème structurel profond qui n'est pas un problème administratif. L'administration, on connaît cet art. D'abord, l'administration a pour vocation de gérer un existant. L'administration ne crée pas un existant de manière fondamentale. Elle gère un existant. Et si l'existant, dès le départ, a été transféré en tant qu'un existant structurellement mauvais, l'administration va gérer le mauvais et va le développer. C'est cela qu'il s'agit. C'est ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, le développement métastasique de la corruption, par exemple. Si vous égotez dessus durant 1000 ans, vous ne dites rien de sérieux. Pour celui qui connaît, n'est-ce pas, que l'État camerounais est né dans la corruption et il ne peut que développer la corruption. Donc, il ne faut pas oublier que l'industrialisation est la condition nécessaire pour qu'on ait un hôpital moderne. Je dis moderne. Deuxièmement, il va falloir opérer une révolution au niveau des paradigmes structurants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde dit que le Covid est une opportunité. Ce n'est pas seulement vrai pour l'État. Il faut que tous les intellectuels, les penseurs fassent leur propre révolution. Aujourd'hui, c'est quoi la santé? On va continuer à appeler santé la santé conventionnelle. Il a si bien dit que ce n'est même pas accessible à... C'est moins de 10% de la population. 0,5%. Je suis gentil d'ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que la santé conventionnelle, c'est la santé? C'est quand on voit l'histoire de nos pays, comment la santé est arrivée chez nous. C'est-à-dire, avant, nous nous soignons très bien. Quand le colon arrive, la santé, dans un premier temps, c'est transférer des offres de santé pour s'occuper des colons. Oui. Et après, on a élargi ça au niveau des travailleurs, n'est-ce pas, qui servaient de masse conviable à merci. C'est comme ça que la santé est entrée chez nous. Il n'a jamais été question de s'asseoir et concevoir le soin comme étant un soin généralisable pour garantir la bonne santé à chaque habitant sur notre territoire. Ça n'a jamais été le cas. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et comme il a si bien dit, ça dépasse l'État. C'est une affaire qui va au-delà de l'État. C'est une affaire qui doit être vraiment... Pensée par tout le monde? De tout le monde. C'est le défi de tout le monde. Parce que maintenant, le Covid nous a appris une chose, c'est que la santé est une affaire très sérieuse pour être laissée aux médecins. Le troisième élément que je voulais mettre sur la table, c'est vraiment... on oublie toujours que nous sommes dans un système capitaliste. Et que le point de départ, c'est de refuser le capitalisme. Lorsque les gens continuent à admettre le capitalisme et après dénoncer la corruption, tout ce qui va avec, ça fait rire. Le capitalisme est un système qui
génère la corruption, Oui. qui est basée sur la corruption, dans tous les domaines. Et quand on parle de santé en système capitaliste, c'est deux choses. C'est on enrichit ceux qui produisent les médicaments, ceux qui produisent les biens de production. On s'en fout du patient. Le patient, c'est un consommateur de médicaments. On peut d'abord le rendre malade autant de fois qu'on veut, pourvu que les paramètres des marchés soient satisfaits par sa capacité à être constamment malade. C'est-à-dire, on vous rend malade parce qu'il faut enrichir, n'est-ce pas, ceux qui contrôlent, n'est-ce pas, le système de santé. Donc, soit on délaisse complètement le paradigme capitaliste, on est cohérent, soit si on dit capitalisme, on n'est pas surpris par voir ses effets. C'est pas possible. Le Covid, c'est quoi? Le Covid, c'est quoi? C'est entre autres la volonté des firmes pharmaceutiques de s'enrichir. C'est tout, de s'enrichir. Je dis bien entre autres. Il y a d'autres éléments, mais un des facteurs majeurs du Covid, c'est qu'il y a des groupes de pharmaceutiques qui doivent s'enrichir. Et lorsqu'à un moment donné, les marchés habituels cessent de croître, mais on crée le marché. Puisque aujourd'hui, le capitalisme financier, c'est quoi? C'est créer des marchés artificiels. Il faut donc créer le coronavirus. Oui, on crée les marchés artificiels. Et le facteur, la variable fondamentale désormais, parce que avant c'était le travailleur. Oui. Les industries se développant, il y a beaucoup de travailleurs. Mais à partir du moment où les forces industrielles ont cessé de croître, pour reprendre Trotsky, mais il y a eu une mutation du capitalisme qui désormais a besoin de moduler l'être humain. Parce qu'à partir du moment où les travailleurs ne sont plus numériquement, n'est-ce pas, au même niveau, hier, lorsqu'on était au stade du capitalisme industriel, il faut compléter, n'est-ce pas, la baisse numérique du travailleur, qui est la variable fondamentale du capitalisme, c'est-à-dire pour enrichir la plus-value, Karl Marx l'a démontré. Il faut donc à plus ajouter maintenant à ça la masse des êtres humains qu'on va moduler, programmer de manière à enrichir le capital. Et les derniers domaines que le capital est en train d'investir, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la vie humaine. Puisqu'aujourd'hui, les secteurs qui marchent le plus dans le monde aujourd'hui, c'est quoi? Biotechnologie. C'est quoi la biotechnologie? Ils disent développer l'être humain, développer ses facultés. Mais qui les a autorisés à faire ça? Qui leur a dit que l'être humain était sous-développé? Dieu l'a créé parfait, ils disent que non, il est sous-développé. Et ça produit, et c'est ça le coronavirus. Donc on est dans une situation de révolution, il faut sortir d'un cycle, c'est une révolution universelle qui s'impose, et on n'abordera pas ça, n'est-ce pas, si on laisse, n'est-ce pas, les opinions dominer la science, la vraie science, dominer la science. Je terminerai en disant, et j'étais très content de voir qu'il y a une unanimité à propos sur notre plateau. Nos systèmes de santé sont purement des importations. Des systèmes de santé occidentaux, souvent déclassés. Il y a une organisation là dans le monde qu'on appelle l'ONUDI. Ils connaissent certainement, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, oui. Son rôle fondamental, c'est quoi? C'est de transférer les industries déclassées d'Occident dans les pays du tiers-monde. On sait ce que ça veut dire. Donc, quand j'entends souvent des organismes internationaux, et ceux qui les répètent sur le plan local, dénoncer les systèmes de santé africains, moi ça me fait rire. Pourquoi? Parce que cela ne peut pas le faire. Puisque c'est eux ils sont les penseurs, ils sont ceux qui encadrent, qui financent eux-mêmes, n'est-ce pas, le transfert des systèmes techniques de santé dans le pays. Faut-il justement rentrer à la médecine africaine? Aucun pays africain, pour l'instant, encore ne fabrique un plateau technique. Faut-il donc rentrer à la médecine africaine? Je ne parle même pas des plateaux techniques de pointe. Oui. De pointe. Donc, tous ce sont des importations. Il ne faut pas oublier ça. C'est des importations. Et tous les pays africains, alors, parlons, sont en partenariat avec l'OMS. C'est l'OMS qui a leur tutelle au niveau de la définition des normes de santé. Donc, l'OMS assume tout ça. Assume tout ça. Si on dit mondialisation, on assume ce que ça veut dire. Ça veut dire. Mais évidemment, on est d'accord, je suis d'accord avec ceux qui disent que mais, il y a la particularité de nos États et nos deux élites. Parce que une élite peut changer un pays, si elle a la volonté. Le drame du Cameroun, c'est qu'une grande partie de son élite est incapable de penser le changement du Cameroun. Ne veut même pas. C'est un travail qui les dérange. C'est une élite extrêmement comprendante qui jouit dans la médiocrité, de manière profonde, et croit que l'avenir, c'est ça. C'est ça. C'est ça la particularité du Cameroun. Et ça, c'est la France. C'est la France qui est responsable de ça. Parce que c'est la France qui a créé cette élite. Oui. C'est la France qui fait tout pour la maintenir. C'est la France qui la protège. Et c'est la France qui détruit toute élite qui ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Heureusement qu'au Cameroun, on ne va pas réduire toute l'administration camerounaise à cette bande de médiocres. Il y a des patriotes, il y a des gens brillants. Et nous espérons que, n'est-ce pas, avec toutes ces forces-là, le pays pourra redémarrer.
On a parlé de capitalisme, on a parlé également d'industrialisation. Albert Anatola ici, faut-il aujourd'hui rentrer finalement la médecine africaine, puisque aucun pays africain, il faut le dire comme ça, ne fabrique le plateau technique? Très bonne question, qui me rappelle la réforme hospitalière engagée en 2000. Santé pour tous en 2000? Non, c'était la réforme hospitalière. Ça n'avait rien à voir avec le fameux slogan, non. C'était pas le slogan. C'était la réforme hospitalière que avait engagée en 2000. La réforme hospitalière impliquait quatre domaines, si vous voulez. Donc, trois variantes. C'était trois variantes. La première variante impliquait, ce que vous avez énoncé tout à l'heure, la fameuse humanisation des soins de santé dans les hôpitaux. Parce que nous avons été habitués dans ce schéma des patients qui sont séquestrés pour non-paiement de factures. Donc, il fallait justement humaniser non seulement la prise en charge, parce que vous savez que lorsqu'un l'élément fondamental, lorsqu'un patient arrive à l'hôpital, c'est la prise en charge psychologique. Parce que il faut que quand l'accueil est nickel, vous êtes guéri, vous êtes soulagé au moins à 20%. Oui. Et très souvent, dans certains hôpitaux, quand vous y arrivez, ça vous envoie directement à la mort. Parce que la prise en charge psychologique n'y est pas du tout. Pour beaucoup de Camerounais d'ailleurs, hein, les hôpitaux sont devenus un mouroir. Ah, voilà, bon, ça c'était le premier élément. Le second élément, c'était d'intégrer l'hôpital hors et en dehors des murs. C'est-à-dire, vous avez connu à l'époque le fameux SAMU. Qui est tombé également des études, hein, justement parce et qui a disparu. Justement parce que... Il faut le dire, haut et fort. Non, ça a disparu. Vous savez pourquoi ça a disparu, le SAMU? Le SAMU a disparu parce que le projet a été dévoyé. C'est-à-dire qu'on l'a enlevé à son promoteur, comme d'habitude dans ce pays. Et ils l'ont tronqué. C'est pour ça que ils n'avaient pas les clés de la structuration, n'est-ce pas, de ce projet, qui était porté par un Camerounais qui a vécu en France et qui avait des éléments de réponse par rapport à ce type d'intervention médicale. C'est pour ça que ça a été dévoyé et ça a échoué. Donc, l'hôpital hors de mur, ça consistait en quoi? On avait constaté qu'il y a beaucoup de gens, quelquefois, qui meurent, qui ont de la peine à jouer un hôpital, bien, qui sont victimes d'accidents de la circulation, et qu'il faut absolument rapidement, qui ont besoin d'une intervention urgente. Donc, il fallait apporter une réponse dans ce type de situation. Et l'hôpital, à l'intérieur de mur, ça dit que, justement, il fallait améliorer, pas seulement les murs, c'est-à-dire mettre la peinture, non. Comme le docteur Yamba dit tout à l'heure, que c'était justement, pas construire des éléphants, seulement les murs. Non, pas construire des éléphants blancs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, mais comme étant des hôpitaux de référence. S'il était question de construire véritablement des hôpitaux, de le changer de la physionomie des hôpitaux, c'est-à-dire la capacitation, si vous voulez, du personnel, parce que vous avez des personnels qui ne se recyclent pas. Or, la médecine est essentiellement dynamique, donc il faut se recycler. Oui. Deuxième chose, il fallait améliorer le plateau technique. Malheureusement. Et ensuite, avoir une carte sanitaire vraiment fiable. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Cameroun n'a pas une carte sanitaire. Et du tout. C'est-à-dire, aller moi, j'ai un problème avec M. André Mamafouda parce qu'il a dévoyé, quand il arrive, il a dévoyé cette réforme hospitalière. N'est-ce pas souvent l'objectif parfois de certains ministres? Justement, de ne pas suivre parfois ce que l'ancien avait fait. C'est le problème de l'administration camerounaise. Ça dit que lorsque vous êtes compétent, lorsque vous êtes ambitieux, lorsque vous voulez travailler, on vous savonne la planche. C'est ce qui arrive à beaucoup de praticiens. Il ne faut pas également oublier qu'on a de savonner la planche de Malachi Mnaouda. Absolument, justement parce qu'il est en train de travailler. Donc, dans ce pays, on n'aime pas les compétences. Donc, ce qui fait que, dans ce projet, M. Bamafouda, lui, a trouvé qu'il faut beaucoup plus construire des murs qui présentent comme étant les hôpitaux, qui habitent des chèvres, quelquefois des brigands, et puis tout. Les hôpitaux construits en pleine forêt, il faut le préciser également. Absolument, non. Pourquoi? Parce que ça lui permettait de partager des bons de commande avec des rétrocommissions que vous pouvez imaginer. Oh, c'est pas un hôpital. Un hôpital, tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ce que Yama dit tout à l'heure sur le plateau et ce que Mbana Kanya dit. Un hôpital, c'est d'abord le personnel. Parce que vous avez autour de l'hôpital des rabatteurs. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les rabatteurs? Vous avez au sein de l'hôpital certains médecins qui détournent les malades. C'est le dit. Parce que tout à l'heure, quelqu'un s'est interrogé de l'enrichissement illicite de certains médecins alors qu'ils travaillent dans un hôpital pauvre. Mais pourquoi? Parce qu'ils détournent les malades. Oui, si. Vous partez voir un médecin, il vous réfère à une clinique où il a des intérêts. Il y a les rabatteurs partout, il faut le dire. Moi, je pense l'hôpital La Kentini, c'est légion. Absolument. Non, pas seulement l'hôpital La Kentini. C'est partout, ça existe partout. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire pourquoi est-ce que quand vous partez à l'hôpital, dans un hôpital,
Même s'il y a la radio, on vous refait un laboratoire pour faire la radio. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts là-bas. Donc moi, je pense, pour revenir à la thématique qui nous intéresse, je pense qu'il faut une véritable réforme. La couverture santé universelle n'intègre d'ailleurs malheureusement pas toutes les pathologies. La couverture santé universelle, ça n'intègre pas malheureusement toutes les pathologies. Ça veut dire que c'est pour une certaine couche sociale et pas pour d'autres. Pas pour une autre. Donc je pense que pour chuter, il faut véritablement engager ces réformes qui ont été bloquées. Je vais me tourner vers Patient Parfum d'Homme. On va dire aujourd'hui que la médecine occidentale, elle a échoué entièrement, totalement sur le continent africain, et précisément au Cameroun. Non, moi je ne serais pas aussi, comment on dit ça, tranché sur cette question. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'on a voulu minimiser une question, à mon sens, qui est fondamentale, qui est le type d'État que nous avons. Et ce type d'État que nous avons génère des types de comportements. Et ce type d'État existe parce que justement, il y a des Camerounais qui ont accepté de faire ce choix. Il y avait un autre choix à faire. Ils ont accepté de faire ce choix. Et à partir de ce moment-là, ce type d'État génère un certain nombre de comportements dans tous les domaines. Dans la corruption. Dans tous les domaines de la vie en société. Ça peut être le cas de la santé, de l'éducation, de l'économie, etc., etc. Donc, c'est la nature de l'État que nous avons, avec les élites qui ont accepté d'entretenir cet État, parce qu'ils ont fait un choix. Et notre choix était possible. D'autres l'ont fait. On sait très bien ce qui a été leur sort. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y a quand même des exemples. D'abord, des exemples dans le système capitaliste. Des États qui sont presque au même niveau de développement que le Cameroun, mais qui font des efforts. Où on a l'impression que les élites sont un peu plus regardantes par rapport à cette question humaine que les nôtres. Qui, par moment, on se pose la question si ce ne sont pas des touristes ou bien des gens, ils se comportent comme en terrain conquis, pratiquement ces gens-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un tout petit pays comme Cuba, qui est sous embargo des États-Unis depuis, ça fait plus de 60 ans aujourd'hui, qui n'est pas du tout industrialisé, mais qui a le meilleur service, l'un des meilleurs services sanitaires au monde. Je peux dire le meilleur. C'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que Cuba, malgré tout ce que nous avons décrié ici, a des plateaux techniques excellents? Vous avez déjà entendu qu'un dirigeant cubain allait se faire soigner ailleurs, quelle qu'en soit la pathologie. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer que, du point de vue de la recherche, Cuba est dans ce domaine à la pointe de la recherche dans le monde, sur des pathologies qui sont extrêmement difficiles, contraignantes même pour les pays développés, par exemple le cancer. Oui. Vous voyez? Donc je continue de dire qu'il y a un problème de la nature du temps que nous avons. Il y a un problème des élites qui ont décidé d'entretenir et de perpétuer cet état. Donc on ne peut pas du tout les dédouaner. Et puis, il y a une question aussi. Vraiment, j'en parlais sur la fois dernière, l'amour pour les autres. L'amour pour les autres. Nous avons des frères qui sont aux affaires, des sœurs qui sont aux affaires, qui regardent les autres comme des losers nés. Alors que quand le service public, n'est-ce pas, quand on regarde des gens qui se battent pour occuper de hautes sphères de fonction dans certains États, c'est pour faire de leurs États des États de référence. Un peu plus de référence. Ils font tout pour tirer tout vers le haut. Donc, ils cogitent, ils réfléchissent. Que font nos décideurs de moment aujourd'hui? Quel est le type de propositions qu'ils sont en train de mettre sur la table? Yamba, tout à l'heure, en parlant de la maladie, l'assurance maladie universelle, il a donné le casting de ceux qui sont appelés à proposer cette réforme. Et il vous a dit ce qui manque. Il n'a pas été exhaustif, mais déjà ce qui manque à ces réflexions. Il y a des gens qui peuvent faire ces réflexions même de manière bénévole. Parce qu'il s'agit de notre santé à tous. Un pays qui est malade, un pays qui est incapable de soigner ses citoyens ne peut pas se développer. Comment il va faire pour se développer? Donc, au-delà d'États qui sont, j'allais dire, presque congénitales, qui sont consubstantielles à la nature de l'État que nous avons, il y a aussi la volonté intrinsèque des individus qui tiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui, qui sont aux affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez un petit pays comme le Botswana. Il est en plein dans le capitalisme. Il est dans un capitalisme même peut-être plus sauvage que le nôtre. Mais allez voir le niveau de couverture santé dans ce pays par rapport à un pays comme le Cameroun. Mais vous posez beaucoup de questions. Donc je continue de dire, qu'on le veuille ou non, nous avons hérité d'une élite qui est au service de l'étranger. C'est cette élite qui pose problème.
On a beau dire que c'est qu'on veut de l'étranger, on a beau dire qu'on n'est pas ceci ou cela, cette élite endosse la grosse responsabilité de ce que nous avons. Cette élite a fini par instiller au sein de nos communautés une gangrène impossible qu'on appelle la corruption. Et donc, je dis, l'État, pour moi, l'État a 4 piliers. Et l'un des piliers majeurs de cet État, c'est la corruption. Nous baignons dans une corruption incroyable, au point où c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Or, quelles sont moi, à mon sens, la leçon que le Covid nous donne? C'est qu'il n'y a pas de chacun pour soi par rapport à une vérole comme celle-là. Parce qu'elle peut s'attaquer à tout le monde. Il me disait même que, peut-être même que les couches qui sont dites élitistes, elles sont beaucoup plus fragiles, j'allais dire exposées à cette pandémie que le petit peuple. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on commence dans notre réflexion et dans la réflexion des décideurs du moment à voir certains domaines de la vie en commun, comme celle de la santé, comme un tout. Et ne pas la voir comme des espèces de bantoustans qu'on va essayer de mettre en place, où, de toute façon, nous, on peut se soigner en Europe, au monde petit bobo, M. Steve Goff, il est dans l'avion, et il est à Salpêtrière, etc., à l'hôpital américain. Non. Là, maintenant, les frontières sont fermées. Steve Goff ne peut plus voyager. Donc, voilà. Donc, une fois de plus, Monsieur, on va voyager par voie spéciale. Oui, on m'a dit que Mamadou Ngon Koulibaly en Côte d'Ivoire. Il est déjà en France. Il est déjà en France, c'est bon. Mais on voit que le gros ne peuvent pas bouger. Donc, et justement, quand on parlait tout à l'heure, dernièrement ici, de la pharmacopée traditionnelle, c'était pour dire que ça participe de cette réflexion qu'on doit élargir à tous les niveaux. Pour dire, mais il faut aussi que, parce que j'ai lu un peu un truc sur Cuba. Ces gens-là, vraiment, quand quelqu'un aime son pays, il fait des miracles. Même sans moyens. Quand quelqu'un aime son pays, il fait des miracles. Donc, il faut que vraiment cette pensée-là, qu'on puisse aimer en tout cas nos pays. Et que nos décideurs, nos élites, entre guillemets, ceux qui sont aux affaires pour l'instant, comprennent que le paradis, c'est le Cameroun. Moi, j'aime à le dire. Notre paradis, c'est ce pays. Et on n'a pas notre paradis que le Cameroun. Ceux qui avaient eu l'illusion qu'ils ont un paradis ailleurs, le Covid-19 nous rappelle brutalement à cette triste réalité que notre paradis, c'est le Cameroun. Et je dis que c'est la première secousse. D'autres secousses vont intervenir. S'ils ne tirent pas les leçons qu'il faut, n'est-ce pas, par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, d'autres secousses viendront leur rappeler à l'ordre comme des piqûres de rappel. Docteur Yambus Kapov de Contaï, il y a toujours la négligence des malades et il y a pas mal de personnes qui meurent, même les médecins. Oui, bien sûr. Mais en réalité, je pense que vous avez déjà eu les réponses à ces deux questions. Et ces réponses viennent de la façon dont on a présenté la fameuse réforme de l'hôpital qui avait été engagée, mais qui ne pouvait pas marcher, qu'importe ce qu'on aurait pu faire sans la question fondamentale. Et c'est souvent cela. Quand on regarde travailler nos administrations, on a l'impression qu'ils évacuent toutes les questions de nature anthropologique ou sociologique et pensent qu'il faut simplement reprendre un certain nombre de concepts qui sont développés au niveau international. L'humanisation des soins, etc., c'était les concepts de l'OMS à l'époque. Okay. Or, la question fondamentale par laquelle qui devait servir de base à toute cette réflexion, c'était qu'entendons-nous par santé? C'est-à-dire que vous et moi, quand nous nous asseyons là, qu'entendons-nous par santé? Vous avez le sentiment que le Suédois et moi, on comprend la même chose quand on parle de santé? Non. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on parle de la même chose. Parce que pour le Suédois, ou pour, je ne sais pas moi, l'Européen, ça risque d'être quelque chose qui a trait au corps, aux paramètres purement physiologiques. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand on parle de santé chez moi, ce n'est pas ça. Quand on parle de santé chez moi, c'est une donnée sociale, c'est une donnée communautaire. Ce n'est pas une question individuelle qui tient à Yambintimba, non. C'est à la fois mon corps et beaucoup d'autres dimensions au-delà de mon corps visible. C'est ça qui fait que je suis en santé. Et naturellement, lorsque vous posez maintenant la relation entre la médecine traditionnelle et la médecine dite conventionnelle, c'est là où vous comprenez que les gens posent un faux débat. Il n'y a pas une opposition ou une différence essentielle entre les deux. Il y a une médecine qui a connu une certaine évolution. Il y en a une autre qui est introduite et qui est soutenue d'une certaine façon. La médecine traditionnelle n'est pas quelque chose d'illogique ou quelque chose de bizarre. La médecine traditionnelle, la bonne, pas celle qu'on rencontre à tous les carrefours où chacun fait ce qu'il veut. La vraie médecine traditionnelle, monsieur, est fondée sur des connaissances scientifiques très, très précises. Très, très précises. Je vous prends un exemple. Quand on parle des questions d'inceste,
Par exemple, pour la médecine européenne, la médecine dite conventionnelle, jusqu'à il y a encore moins de 20 ans, c'était une affaire bizarre. Mais avec les avancées de la génétique, on se rend compte que les Africains soignaient toutes les distorsions créées par l'inceste depuis des siècles. On n'a pas attendu la génétique qu'on apprend aux enfants. Et vous pensez que nos ancêtres sont arrivés à ces soins-là par hasard? Et c'est une révélation, c'est la Bible qui leur a révélé ça, ils ne connaissaient pas la Bible, donc ça ne peut pas être ça. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, c'est que lorsqu'on parle de tout cela, on revient, en réalité, la santé est une interpellation. Je réponds à votre question. Allez-y, je vous suis. Est une interpellation plus fondamentale que cela. Oui. Lorsque Bandakani parle, j'étais très, très content de l'entendre développer cette chose-là, qui consiste à dire que si vous ne pouvez pas vous industrialiser, vous ne pouvez pas faire de la médecine conventionnelle, mais c'est vrai. Vous n'allez pas, vous ne produisez même pas une aiguille dans votre pays. Je parle simplement d'un cure-dent. Non, les restaurants dans le domaine médical, encore que oui, le cure-dent aussi est un truc médical. Vous n'arrivez même pas à produire le moindre petit élément, le moindre petit consommable qu'on utilise dans un hôpital. Et vous voulez avoir des hôpitaux, vous voulez avoir un système de santé conventionnel sérieux. Vous ne pouvez pas parce que, d'après les statistiques du ministère, la santé nous aurait coûté, mais nous aurait coûté parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils ont intégré tous les besoins de santé de nos populations. Nous aurait coûté entre 800 et 1200 milliards l'année dernière. C'est ce que ça nous aurait coûté. Alors, si la santé a coûté aux Camerounais, ça c'est ce qui, au Cameroun, hein, pas ceux qui sont allés se soigner à l'extérieur, ceux qui se sont soignés ici, autour de 1200 milliards par là. Alors, la question que vous vous posez, c'est où sont passés ces 1200 milliards? Parce que quand ils disent ça a coûté, ça veut dire que c'est ce qui a été encaissé. Oui. C'est allé où? On a forcément dégagé une marge. Elle est allée où? L'autre problème que la santé nous pose, qui est une interpellation forte, c'est qu'en réalité, la santé dans un système, et là c'est extrêmement intéressant, en disant dans le système capitaliste, en fait, ça concerne deux orientations, si vous voulez, de profit. Ceux qui fabriquent les équipements et ceux qui fabriquent les médicaments. La santé traditionnelle chez nous n'a pas vocation à soigner, n'a pas vocation à guérir. On vous guérit, vous êtes guéri, point. On n'en parle plus. Ici, on vous soigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on s'attaque aux symptômes, on calme le mal et qui peut ressurgir à tout moment. Donc, c'est un marché qu'on entretient, effectivement. Maintenant, quitte à ce que le pays entretienne lui-même son marché, il n'y a pas de problème. Mais le problème de nos États, c'est que nous avons là des systèmes d'accumulation. Lorsqu'on parle des systèmes d'accumulation primitifs, c'est-à-dire là où on a justement des flux transactionnels financiers, des flux financiers permanents et importants qui permettent de dégager des marges qui pourraient être utilisées pour construire, pour réinvestir ailleurs. Évidemment, nous laissons tout cela. Nous avons un pays dans lequel l'essentiel, je crois 99,5% des médicaments consommés chez nous, 100% des consommables et des équipements médicaux sont importés. Ça veut dire que les autres font quoi? Les autres utilisent un avantage compétitif, un avantage comparatif, je vais dire, sur nous, qui fait qu'eux, ils font de l'accumulation primitive qui leur permettent de financer l'éducation, l'agriculture, les loisirs, le sport, la culture, les infrastructures routières, etc., la recherche et le développement chez eux, sur la consommation des services et des produits médicaux dans notre pays. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter de telles choses. Mais c'est dû, et c'est là où je le rejoins, effectivement, je rejoins Dom, c'est dû au fait de la nature de notre État. La nature de notre État a deux niveaux. Première chose, vous savez, le jazz est une musique un peu bizarre, mais la chose que vous remarquez quand vous aimez le jazz, c'est qu'à l'intérieur, la musique a des règles. Mais à l'intérieur des règles de la musique, c'est tout le génie du jazz, vous avez la capacité d'improviser. Vous pouvez improviser. Et c'est ça, toute la force du jazz. Et donc, malgré le système capitaliste, qu'il faut absolument s'assurer de ne pas le laisser s'installer de plus en plus dans nos continents, parce que nous devons les développer, eh bien, on peut improviser et être sérieux. On peut improviser, d'où l'exemple du Botswana, d'où l'exemple de beaucoup d'autres pays. Lorsque vous allez dans certains pays d'Afrique, lorsque vous avez au Botswana, vous avez une certaine qualité de service. Lorsque vous avez en Namibie, vous avez une certaine qualité de service. Toutes ces choses-là, il faut qu'on improvise. Mais comment pourrait-on improviser si on ne revient pas à la question centrale de quelle est la place de l'homme dans notre société? C'est ça le problème de fond. Où avons-nous placé l'homme? À partir du moment où l'homme est la question centrale, est la mesure de toute chose, eh bien, à partir de là, les malades
ou les patients, comme on les appelle de plus en plus. Oh tiens, ils s'appellent patients. Alors, ils ne seront pas négligés. Et tout l'hôpital sera organisé pour... C'est dommage parce que ça rappelle des phrases qui sont assez particulières et qui sont très fortes, qui ont une certaine résonance dans l'histoire. Ce sera organisé pour la satisfaction des besoins du malade, donc du patient, et non pas pour des préoccupations de stabilité, comment on appelle ça, de profit, des préoccupations de balance, d'équilibre des chiffres. Non. À partir du moment où la société est organisée d'une certaine manière, à partir du moment où nous disons il n'est pas possible d'avoir une école polytechnique au Cameroun depuis 50 ans, ou 60 ans bientôt, et que cette école polytechnique n'a pas conduit à avoir des industries. Nous nous retrouvons en 2020 incapables de produire des masques. Alors que nous avons une cotonnière industrielle, alors que nous produisons du coton, nous nous retrouvons en 2020 incapables de faire de simples combinaisons pour les médecins. Nous avons là un problème. Ça interpelle sur la qualité de la gestion de notre État, et je ne cesse de dire que c'est un État anachronique. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous dépensez des dizaines de milliards de francs CFA pour acheter des voitures que vous ne produisez pas. Et même la moindre pièce détachée de voiture, vous l'importez. Alors que vous avez une école polytechnique depuis 60 ans, vous ne pouvez pas prendre de telles sommes. Vous les mettez dans des choses qui rouillent. C'est-à-dire qu'une voiture, dès le jour où vous montez, vous la prenez et que vous vous asseyez au volant, vous commencez à payer des charges d'exploitation. Dès le moment où pour la première fois. Alors que vous avez des écoles qui sont en désuétude, en décrépitude totale, donc la qualité de la formation n'existe pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des écoles de médecine, chez des facultés de médecine qui n'ont pas de laboratoire? Malheureusement, c'est justement la réalité sur le triangle national camerounais. Et c'est dommage. C'est dommage parce que cela interpelle l'ordre de nos priorités. Quel est l'ordre des priorités de notre pays? Mais on comprend également que lorsqu'un État s'est constitué sur un certain fond, sur certains fondements, certaines bases, cet État n'a pas les mêmes priorités que les peuples lorsqu'ils luttaient pour leur indépendance. Si aujourd'hui, nous en arrivons à nous poser les questions que nous nous posons aujourd'hui, qui sont des questions fondamentales. Nous avions l'impression de parler de la prise en charge du Covid-19, mais nous avons le sentiment que ça nous amène à parler de la prise en charge de notre État. Il s'agit de prendre en charge notre pays, il s'agit de prendre en charge notre État. Et cette prise en charge signifie évacuer, alors là, mais de façon systématique, de façon absolument rigoureuse, toute cette art qui gangrène notre État et qui nous empêche d'avancer. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans un État comme le nôtre, de laisser tous les secteurs d'activité qui génèrent de grands bénéfices, qui nous auraient permis un réinvestissement pour avoir des infrastructures et pour avoir le financement des secteurs sociaux, parce que il faut aux étrangers, parce qu'il faut comprendre une chose. Allons-y rapidement. Vous ne pouvez pas financer, la santé n'a pas vocation à être, c'est-à-dire que l'hôpital n'a pas vocation à être bénéficiaire. Or, vous ne pouvez pas financer la santé, vous ne pouvez pas penser que vous aurez un bon système de santé lorsque vous n'avez pas des excédents que vous prenez ailleurs pour couvrir cela. On doit pouvoir soutenir le système de santé, l'agriculture, l'éducation, ces systèmes-là. Il ne faut pas attendre que ce soit nécessairement des systèmes excédentaires, parce que l'excédent doit venir d'ailleurs, toutes les activités logistiques, toutes les activités de télécommunication, toutes les activités de commerce sont des activités qui sont censées soutenir ces systèmes. En matière économique, il y a toujours ce qu'on appelle des systèmes structurellement déficitaires. Le système d'assurance maladie, par exemple, est un service structurellement déficitaire. Pourquoi? Mais parce que dans des pays sérieux, on parlait d'élites qui veulent protéger leur population, vous ne pouvez pas. Il y a ceux qui vont se soigner avec 2000 francs, mais il y a qui vont se soigner avec 2 millions. Comment vous allez couvrir ça? Parce que vous avez fait de très belles statistiques? Non. Vous allez donc devoir prendre l'argent quelque part. Et cet argent vient de quelque part. Et dans le cas de l'hôpital, le ministre parlait du scanner. Mais il faut que l'État soit sérieux. Soit vous décidez que certains services, ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire que vous êtes médecin, payé par l'hôpital public. Si vous vous retrouvez dans une clinique, vous allez en prison.
parce que c'est un détournement. Parce que ça veut dire que vous détournez le salaire qu'on vous verse. Malheureusement, c'est le cas sur le. Il faut des mesures fortes comme celle-là. Oui, et il faut que l'industrialisation nous soit. Je vais me tourner vers Mbanda Kani justement ce matin. Allons-y. Je salue la qualité du débat. Je pense que Yam Timba et Parfum d'Homme nous amènent à une exigence d'approfondissement de certains concepts qui ont été mis sur la table. Oui. Il a dit une chose qui est fondamentale. Le tabou de l'inceste qu'il a convoqué. C'est ça qui fonde la civilisation. Ce n'est pas seulement la santé, ça fonde la civilisation. Le tabou de l'inceste. Et on peut comprendre aujourd'hui lorsque ce tabou-là est battu en brèche par la volonté de nous imposer les LGBT. Tout à fait. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc en Afrique, le tabou de l'inceste, c'est ça qui fonde la civilisation. En Afrique. Oui. À partir de là, il a dit, la maladie en Afrique n'a jamais été définie comme l'occidental conçoit la maladie. Parce qu'il y a une adéquation claire entre cette conception de la maladie et la manière dont maintenant on va élaborer des processus pour produire ce qui va guérir la maladie. Donc, l'Africain n'a jamais pensé la maladie comme on pense en Occident. Et c'est fondamental. Maintenant, je veux revenir sur l'industrialisation telle que je l'entends. Je voudrais dire à Parfait que pour moi, l'industrialisation, ce n'est pas ce que l'occidental conçoit comme étant l'industrialisation. Et ça me permet de revenir au cas de Cuba. Cuba est le résultat d'une révolution. Castro était un révolutionnaire. Lui et toute son équipe étaient des révolutionnaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle de la question de l'élite, il ne s'agit pas seulement d'élite gouvernementale. Il est question d'élite qui aspire à renverser l'élite, à remplacer l'élite gouvernementale. Si elle-même elle est pourrie, ça ne sert à rien de critiquer l'élite gouvernementale. Or, dans les pays africains, les élites qui veulent remplacer l'élite gouvernementale sont déjà pourris. C'est-à-dire avant même d'arriver au pouvoir. Et il faut intégrer ça. Il faut intégrer ça dans l'analyse. C'est parce que moi j'intègre ça que jamais je ne franchirai le pas consistant désormais à dire que la pourriture des élites équivaut désormais à un renversement de la hiérarchie des contradictions consistant à dire que ce n'est plus le changer le problème, ce sont les élites pourries. C'est clair. Et là, c'est un débat sérieux qu'il faut approfondir. Parce que le cas cubain est clair, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. S'il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est qui? C'était des révolutionnaires qui sont restés cohérents jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ouais. Au point où Hollande a été obligé de dire quand Castro est mort que je m'avais rencontré l'histoire. Les Américains étaient obligés de dire cet homme-là est entré dans l'histoire. Parce qu'il est resté conséquent. Mais il est temps que les Africains fassent le bilan même de leur propre révolutionnaire, entre guillemets. Et il faut le faire sans, c'est-à-dire avec rigueur. C'est-à-dire ne pas s'octroyer des facilités et des adoucissants, n'est-ce pas? Parce qu'on est révolutionnaire autoproclamé. Des faits sont là. Donc, la question de l'élite, de la politique de l'élite, se pose aussi au-delà du gouvernement. Ça se pose dans la société civile. Ça se pose dans l'opposition, dans la classe intellectuelle, dans la classe religieuse. On voit des comportements. On voit tout ça. Et ça impacte le pays. Ça impacte le pays. Donc, le cas du Botswana. Le Botswana, d'abord, n'a pas l'histoire des pays africains francophones. Deuxièmement, les performances du Botswana, oui, sur le plan économique, mais même sur le système de santé. Mais on sait que le Botswana a été l'un des pays du monde les plus contaminés par le fléau du sida. Par exemple. Je veux tirer aucune conclusion. Je veux tirer aucune conclusion. Donc l'histoire du Botswana est particulière. La manière dont le Botswana s'est inséré dans l'économie mondiale n'a rien à voir avec les pays d'Afrique francophone. Alors rien à voir du tout. Pas pour dédouaner les incompétences de l'État du Cameroun et de nos élites gouvernementales, mais simplement pour dire la vérité. Donc, à ce niveau-là, quand moi je parle d'industrialisation parfaite, ça n'a rien à voir avec... Je ne dis pas de répéter ce qui s'est passé là-bas. Que veut dire industrialiser? Mais c'est apporter des solutions à un problème. De manière fondamentale, c'est d'apporter une solution à un problème. On a un problème de chaussures, on s'assoit, on dit mais qu'est-ce qu'on fait? Nous ne voulons pas importer les chaussures, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons fabriquer nos chaussures. Oui. Nous, on ferme une usine. On fabrique nos chaussures. C'est ça déjà la démarche d'industrialiser. C'est ça la démarche. Oui. Et quand on pose cette question, on dit, les matières, on prend où? Le matériel, on prend où? On dit, on prend le matériel chez nous. On va utiliser le sable, on va utiliser les trucs qui viennent de la forêt, on va utiliser ceci. Mais c'est ça industrialiser. C'est ça la dynamique. Donc, moi, quand je parle d'industrialisation, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que justement, je sais où ça va conduire. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont même passés à un autre niveau. Maintenant, ils parlent de frontières d'écologie. Ça veut dire quoi? C'est que d'autres ne peuvent plus industrialiser. C'est une façon de vous dire que vous
on vous interdit d'industrialiser. Et si vous voulez franchir le pas, on peut vous donner des Covid. Donc le débat, il est là, il est clair. Donc, moi je dis ceci, nous sommes à un tournant. Nous sommes à un tournant et des questions fondamentales vont se poser à tous, en commençant par ceux qui nous gouvernent. Vraiment, quand on lit l'histoire, on peut considérer que les élites, ou bien la partie de l'élite qui s'enferme dans ce type d'illusion, tel qu'on voit à Yaoundé, ça fait sourire. Toute l'histoire démontre comment ça s'est terminé. On peut décider de choisir, de réfléchir véritablement à des alternatives et approfondir ça. Parce que cela sera condamné par l'histoire. On sait comment ça finit. Et tout à l'heure, quand il prend l'exemple du coronavirus, tout le monde voit. Depuis 2 mois, quand on passe en ce moment-là, personne n'allait à l'étranger. Tout le monde est au pays. Non, tout le monde est coincé ici. Ça dit que le débat est plus profond. Moi, j'ai plein d'amis à l'étranger qui me disent, président, comment on peut faire pour rentrer? Il faut que tu nous regardes ce qu'on peut faire. Toi, tu es sur place, regarde. Et ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 5 personnes, ce n'est pas 10 personnes qui disent qu'on n'a plus d'avenir en Occident. Quand on voit où ça part, il faut qu'on rentre chez nous. Ils m'ont dit, président, aide-nous à réfléchir dans ça. J'ai dit, je n'ai pas la science dans ce domaine-là, mais je verrai. C'est-à-dire qu'on verra, on peut donner des idées, mais il n'y a pas de solution. Donc, on est arrivé à un niveau où on peut dire développement zéro. On est revenu à 1.0, entre guillemets, du progrès. Oh, oui. Absolu. Bon. C'est-à-dire, ça veut dire, non, ça veut dire que non, j'explique pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire que le développé, Oui. aujourd'hui, équivaut au non développé. C'est-à-dire, quand vous voyez ce qui se passe avec le Covid, on arrive à ce point zéro là. Parce que, par exemple, ce qui a sauvé, quand on dit les pays africains ont évité la catastrophe, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont sous-développés. Nos systèmes de santé, si c'était véritablement intégré, comme au système de santé moderne, on aurait eu le même problème qu'en France. Le même problème. C'est parce que la grande partie de la population n'est pas intégrée dans la modernité sanitaire. C'est ça qui nous a sauvés, ce n'est pas autre chose. Et aujourd'hui, des chercheurs occidentaux le disent. Le sous-développement de l'Occident est le problème de l'Occident aujourd'hui. Donc on est à un niveau où vraiment, il faut repartir, sauvegardant les acquis que la modernité nous a apportés. Et ça, je suis d'accord par Fendom. C'est pour ça que je ne dis pas que cette opposition qu'on veut établir entre l'hôpital moderne et l'hôpital traditionnel, ça n'a aucun sens. On l'a dit. Les acquis, n'est-ce pas, que la modernité nous a donnés, et réfléchir comment aller à un niveau supérieur. À un niveau supérieur pour introduire des dimensions, justement, que la modernité n'a pas intégrées. Les dimensions spirituelles, les dimensions mentales de la vie. C'est de la vie, c'est de cela qu'il s'agit. Tout à l'heure, j'ai entendu l'amour du prochain, pas faire la convoquer. Mais c'est une dimension pas possible. C'est une dimension aujourd'hui que le monde doit intégrer comme étant une variable qui accélère le développement. L'amour du prochain. On ne fait pas ça pour Dieu. Malheureusement, jusqu'à preuve de contraire, président, il n'y a pas d'amour de prochain actuellement. Non, je suis en train de dire ceci. Oui. C'est un des paramètres explicatifs de notre situation. C'est-à-dire qu'il faut être un monstre pour concevoir ton progrès en détruisant l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, le paradigme capitaliste, c'est sa base. C'est-à-dire je progresse en détruisant l'autre. C'est ça le capitalisme. C'est même pas autre chose. Tout ce qu'on dit là, c'est pour tromper les naïfs. C'est mon progrès ne peut se réaliser qu'au dépend de l'autre. La société des gagnants. Alors qu'on célèbre les gagnants. Mais quand on parle de l'amour du prochain, il y a un paramètre qu'on introduit au-delà de la dimension divine, c'est que c'est la coopération entre un homme et un homme qui construit la société. Il faut coopérer. Et si on coopère, ça veut dire que je dépends de toi, tu dépends de moi. Et à partir de là, on construit un socle objectif à partir duquel on marche ensemble. Messieurs, justement, nous allons sortir de ce débat dans un instant. Qu'est-ce qu'on fait finalement, Albert Anatola, ici? Qu'est-ce qu'on fait? Révolution, transformation, peu importe, n'est-ce pas, le mot que vous voulez utiliser, il faut une mise à plat. Il faut une mise à plat du système. Il faut investir dans notre système de santé. Il faut essayer de planifier des choses. Oui. Nous avons beaucoup de fuites de cerveau. Dû au fait que, sur place, ils ont bien envie d'offrir leur expertise, mais il n'y a pas des éléments pour pouvoir le faire. Ça, c'est important de le préciser. Le Covid-19 nous a donné à voir et à entendre que nous avons des compétences. Nous avons des Camerounais qui sont ingénieurs, qui ont fait des choses, qui sont en train de faire des choses, qui ont proposé des choses au gouvernement. Mais tout à l'heure, quelqu'un parle de l'industrialisation. Oui, mais vous avez invité sur ce plateau quelqu'un qui a fabriqué les respirateurs. Les respirateurs, les couveuses, les désinfectants publics. Vous avez pris quelqu'un par câble qui a fabriqué un prototype, n'est-ce pas, des désinfectants.
Mais attendez. Et le ministère de la Santé publique a été preneur de ce prototype. Maintenant, ce bonhomme, il attend que le gouvernement l'accompagne dans ce projet. Il y a plein comme ça. Nous avons le Cardiopa, c'est un jeune Camerounais qui l'a créé. Donc, moi, je pense que nous avons des génies. Même la voiture. Nous avons. Il y a un Camerounais qui a fabriqué également la voiture. J'allais à Yaoundé, oui. et je me suis arrêté à Boumiébel. J'ai vu un citoyen, un jeune Camerounais qui est en train de concevoir un hélico, s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je pense que nous avons des intelligences, mais comme d'habitude, nous allons toujours retomber sur notre élite. Entre guillemets, moi, je mets l'élite entre guillemets, parce que nous avons une élite qui est tout sauf une élite. Parce qu'une élite, ça prend soin, n'est-ce pas, de ses populations. Deuxième et dernière chose que je voudrais indiquer par là, je pense qu'il faut, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut que le ministre de la Santé publique fasse le ménage. Il faut qu'il fasse le ménage. Est-ce qu'il pourra réellement le faire, Albert Anatola, ici? Non, il doit absolument faire le ménage, parce que ce qui se passe dans les hôpitaux à ce moment, c'est très grave. C'est désagréable, c'est scandaleux. Parce que vous voyez des gens, on balade un malade d'un hôpital à un autre, un malade qui est en situation critique. Mais lorsqu'on parle d'humanisation, de la prise en charge dans les hôpitaux, cette image te renvoie autre chose. Il y en a qui font, qui divulguent les mauvaises informations au sein de l'opinion, comme quoi les tests dépistage Covid n'existent pas, c'est pas accessible, mais c'est accessible. Mais sauf que les gars, au niveau des hôpitaux, ils gèrent deux choses. La première, c'est le business. La seconde chose, ils ne veulent pas être stigmatisés. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que leur structure sanitaire soit stigmatisée. Donc, de manière systématique, quand vous êtes un cas de Covid-19, ils vous disent, non, même dans les centres spécialisés, oui. Les gars, ils vous réfèrent ailleurs. Entre-temps, le temps qui passe, et ça ne peut que justement impacter sur votre pronostic vital, ce qui est, à mon sens, une infraction. Donc, je crois qu'il faut absolument que véritablement nos dirigeants fassent preuve de beaucoup de réflexion, surtout par rapport à la couverture santé universelle, parce que nous connaissons l'enveloppe 1300 milliards de francs CFA, 350 milliards pour son lancement. Pour lancer quoi? Où sont passés les 1350 milliards? C'est d'ailleurs la grande interrogation. Non, absolument. Pour lancer quoi? C'est la grosse interrogation. Donc je pense qu'aujourd'hui... Non, c'est la campagne budgétaire. C'est un problème. Donc moi je pense qu'il faut justement... Je pense que Manaouda Malachi, il a donné à voir qu'il est courageux, qu'il est ambitieux et qu'il a une vision qui aille jusqu'au fond. Mais surtout, il y a les intelligents dans les universités et qu'il aime la contribution. Patient Parfum, on parle de plateau technique manquant, on parle de capitalisme, la négligence même des malades. On parle bien sûr, il faut également le dire, d'une révolution. Votre réaction? Oui, vous savez, les leçons de l'histoire sont implacables. Les leçons de l'histoire sont implacables. Je crois que c'est Hegel qui l'a dit, qui disait que les êtres humains ont ceci de particulier qui ne savent pas retenir les leçons de l'histoire. C'est à ce niveau où nous en sommes quand on regarde dans l'histoire récente des pays africains, parce que à l'aune des périodes de décolonisation, c'est récent. Parce que bon, il y a des gens qui croient à Jésus qui est depuis 2000 ans et ils croient toujours Dieu qu'on fait aujourd'hui. Quand on regarde et on retourne en arrière, on voit là où on a fauté. Et cette faute qui est comme une espèce de malédiction de chambre continue de nous poursuivre aujourd'hui. On ne peut pas construire des États viables en Afrique avec cette faute que nous avons commise. Cette faute qui est le refus de nous mettre ensemble, le refus de créer des synergies, de nos énergies et de nos compétences pour affronter le monde tel qu'il est. Et non le monde comme on aimerait qu'il soit. C'est le mimétisme intellectuel où les gens ont pensé qu'on pouvait être comme l'Europe. Je prends même le cas de la Chine, il faut faire très attention en parlant par exemple de la question de l'industrialisation. Il y a un véritable débat qui va se poser dans le monde. Est-ce que tous les pays vont absolument suivre le mode d'industrialisation de l'Occident? La planète où nous vivons ne peut pas nous le permettre. C'est impossible. C'est impossible. Une autre... l'un des bienfaits du Covid, c'est qu'enfin, pendant cette période, la planète est en train de respirer. Les gens nous disent même que la couche d'ozone qui avait plusieurs kilomètres, je ne sais pas où, c'est en train de se reconstruire. On ne peut pas penser le développement de l'humain en adoptant le mode d'industrialisation, du développement de l'Occident. C'est impossible. Mais ce qui est grave, c'est que même en Occident,
il y a même là-bas, il y a un schisme, il y a un tus entre la Happy Few et les autres qui sont laissés au bord de la route. Donc ce n'est même pas une question de... quand on réfléchit, c'est vraiment une question de l'humain. Ce n'est pas même une question de race, d'endroit où on se trouve, mais c'est que certains, et c'est le cas dont on vient au Cameroun, où je vais maintenant convoquer la contribution première pour nous, par exemple, les pays sous tutelle de la zone franc. C'est la France qui a décidé de faire son bonheur sur nos économies. C'est ça. Mais la contradiction secondaire, ce sont nos élites qui ont accepté de juste jeu et qui sont consentants. Donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, dire que on va uniquement nous focaliser sur la contradiction secondaire et on va oublier la contradiction première, ou bien vous dites, vous oubliez la contradiction première et vous vous focalisez sur la contradiction. Les deux vont de pair, parce que ce sont les deux qui créent cette situation, j'allais dire, ce marasme, cette situation incroyable dans laquelle nous vivons. J'aime à dire que nous sommes comme des enfants qui ont des poches bourrées de diamants, mais qui sont affamés, curieusement. Donc je dis, il faut repenser la nature de l'État du Cameroun. Et pour repenser la nature de l'État du Cameroun, il faut ce qu'on appelle, il faut couper le cordon ombilical qui nous lie, n'est-ce pas? Il y a un nœud gordien quelque part là qu'il faudrait trancher à tout prix. Mais pour le faire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une autre révolution du point de vue de mentalité, mais c'est une véritable révolution des masses qui doit s'opérer pour mettre de côté ces gens-là qui apparemment ont signé des pactes avec cette situation. Donc, on n'a pas le temps de pleurer longtemps là-dessus, mais je tiens à dire quand même que, qu'on le veuille ou non, il y a un contentieux qui nous lie. Et le contentieux n'est pas seulement entre le Cameroun, mais tous les pays africains, quand vous regardez très bien. Le cas de la RCA, c'est le même problème. Le cas du Sénégal, j'ai entendu Macky Sall dire qu'il va mettre sur la table 1000 milliards. Il va les prendre où? Il a une planche à billets. Hein? Mais j'écoute les chefs d'État dire des choses, et c'est là où c'est dangereux, parce que les Camerounais les reprennent. Vous voyez, au Sénégal, ils ont dit qu'ils vont mettre 1000 milliards. Je rigole, je dis que vous savez que je suis un opposant, un vétéran à ce système depuis des décennies. Mais je dis, Macky Sall ne peut pas trouver ces 1000 milliards. Il ne peut pas. Il va les prendre où? Donc, c'est dit... Donc, le pays sera endetté à vie. Non, il ne peut même pas. Il ne peut pas, puisqu'il ne les a pas. La nature de nos États pose problème. Il faut que les élites africaines s'attaquent à cette question fondamentale de ce contentieux historique. Et vous allez voir, la date du 27 août qui arrive bientôt, c'est une date, tout à l'heure, on a évoqué une dimension spirituelle dans le combat. Oui, le combat que nous menons, il n'est pas seulement d'ordre physique, de notre pensée, mais il est aussi d'ordre spirituel, hautement spirituel. Quand vous allez analyser la décision de Ruben Oumyobé, le 27 août, il y a un avenue qu'on appelle l'avenue du 27 août. Oui. On aura le temps de revenir pour voir quelles sont les significations d'ordre spirituel de ce 27 août, où on dit, c'est fini. Nous avons déjà payé depuis du sang par la guerre que nos aïeux, nos aînés, ont livré pour libérer la France. La France libre est née au Cameroun. En retour, nous sommes payés comment? On ne sait pas justement par comment on est payé. Messieurs, on va revenir avec vous pour conclure dans cette édition de DBS Matin de ce lundi 4 mai de l'an de grâce 2020. Eh bien, messieurs, il nous manque juste 8 minutes pour sortir justement de cette édition de DBS Matin de ce lundi. Je vais me tourner vers André Bandakani, président. Jusqu'à preuve de contraire, on a souligné pas mal de problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que dans ce débat, beaucoup de solutions ont été données. Oh oui, beaucoup de solutions ont été données. J'ai l'habitude de dire que chaque écosystème vivant ne produit pas seulement des problèmes. Il produit aussi des solutions. Donc c'est clair, chaque écosystème vivant. Genre même la nature, la nature ne soulève que des problèmes qu'elle peut résoudre. Quand un problème devient insoluble, il ne vient pas de la nature. C'est-à-dire que, pour dire que toutes les solutions sont déjà au Cameroun. Hein. Oh oui. Tout à l'heure, on a parlé des gens, des créateurs, des innovateurs extraordinaires. Extraordinaire. Vous avez d'ailleurs ici ce plateau, hein, président. Le gars qui a créé la voiture, là, il n'a même fait le mécanique. Hein. En passant, il faut ajouter ça. Il n'a pas été dans un garage. Hein. Ah oui. Donc, il y a des innovateurs sont là, des gens sont là. Donc, c'est la première structure qu'il faut réorienter, qu'il faut restructurer, n'est-ce pas, pour qu'ils soient en phase avec ces dynamiques d'innovation qui sont déjà en train, n'est-ce pas, de manière informelle, de se mettre en place. Je crois que j'étais très content tout à l'heure d'entendre Parfait. C'est notre capacité à faire justement ce jeu de contradictions qui nous aidera à s'en sortir. Et ça demande une certaine science qui demande aussi beaucoup de travail et d'approfondissement. Le jeu des contradictions, comment en sortir, c'est très important. Cuba a réussi parce qu'à un moment donné, quelqu'un a su comment adapter ce jeu-là à son contexte à un moment donné. Lénine a réussi en Russie pour ça. On dit généralement que Lénine a
adapter le marxisme à la condition de la Russie pour réussir sa révolution. Donc c'est notre défi ici aujourd'hui, nous Africains, nous Camerounais, c'est de cela c'est à ce niveau-là qu'il faut jouer. Il a convoqué le camp Macky Sall, oui, les Macky Sall, les Ouattara et les autres qui ont vendu plus de milliards, comptaient sur l'Afro-Covid. L'Afro-Covid c'est quoi? C'est un fonds que les Bill Gates et tous ces gens qui ont décidé d'exterminer l'humanité ont mis en place en cachette, dans les secrets, et que des États qui valident, n'est-ce pas, ce protocole, ont accès à de l'argent. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a eu des mouvements dans ces pays-là. Je n'ai pas compris pourquoi. Ce qui s'est passé à Yopougon, c'était quoi? C'était pas parce que les gens ne voulaient pas se confiner. Non. D'abord, ils avaient même le masque, comme vous le voyez. C'est parce que les gens ont dit, on ne nous vaccine pas. Tout ce qu'on avait installé là-bas, pour faire ça, ils ont détruit, ils ont saccagé. Au Sénégal, il y a eu un problème de vaccination où 7 enfants ont perdu la vie. Ce n'est pas clarifié qu'aujourd'hui. Mais ça avait un lien avec la vaccination. Donc, il y a tout ça. Des gens font des alliances. Des gens font des alliances comme ça, ils ne disent pas, avec des agendas terribles pour nos pays. C'est ça qu'il faut dénoncer. Donc, je terminerai en disant qu'on a un problème. Ce contentieux dont tu parles là, il est devenu désormais global. C'est-à-dire que vous voulez sortir du franc CFA, il faudrait que vous affrontiez les Américains. Parce que tout ça est coordonné à un niveau élevé. Donc ce contentieux, il est devenu global. J'espère que Dieu nous donnera la force de pouvoir être à la hauteur de tout ça. Albert Latela, ici, votre mot de fin rapidement. Mais écoutez, nous avons toujours dit dans le cadre de cette tribune que la réponse au Covid-19 est africaine. Oui. Il faut qu'on sorte du communautarisme, c'est-à-dire vous avez la sous-région Afrique centrale, la sous-région CEDEAO. Non, il faut qu'il y ait une intégration africaine. Et je pense que c'est nécessaire et la réponse est panafricaine aussi. Et deuxième chose, l'Afrique a le marché, un vaste marché. L'Afrique a des intelligences. L'Afrique a un sous-sol immensément riche. Qu'est-ce qui manque? C'est le modèle économique qui manque à l'Afrique. C'est une élite responsable et ambitieuse, visionnaire qui manque à l'Afrique. Je pense que le paradigme, n'est-ce pas, des accords coloniaux léonins peut s'effondrer de lui-même si ces intelligences sont mises en place. Parce que Kadhafi, lorsqu'il est assassiné, c'est parce qu'il était dans cette vision. Il faut donc qu'il y ait sur le continent un révolutionnaire. Parce que s'il n'y a pas de révolution sur le continent, nous allons débattre de tout, de n'importe quoi. Et qu'on ne les tue pas. Et qu'on ne les tue pas, en tout cas. Qui les tue? C'est toujours nous-mêmes qui les tuons. Hein. Parce que très souvent, vous avez les initiateurs ou les planificateurs, mais c'est lui qui tient l'arme. C'est lui qui... C'est souvent votre voisin. Patient parfait d'homme, rapidement. Vous également. Non, oui. Je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter, il ne faut pas désespérer. Hein. Nous sommes dans une dynamique historique qui forcément va nous amener à la victoire, à condition qu'il y ait des gens qui continuent d'entretenir la flamme. C'est ça qui est le plus important. Et tout à l'heure, Bandakane essayait de dire que les élites, ce n'est pas seulement sur son gouvernement, mais que tout le monde est presque pourri. Mais nous, on n'est pas pourri. Hein. De toute façon, j'estime que moi, je ne suis pas pourri. Donc, il n'est pas pourri, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce plateau, je ne pense pas que nous soyons pourris. Donc, il y a de l'espoir. C'est cet espoir-là qu'il faut entretenir et qui, à force d'entretenir, elle va nous permettre plus tard, avec les intelligences comme celle de Yam, de créer cette masse critique dont l'Afrique a besoin pour pouvoir sortir. Mais vraiment, on ne peut pas sortir sur ce plateau sans ne pas remercier nos femmes. Les femmes, nos mamans, elles sont extraordinaires. Nos épouses, elles sont extraordinaires. Avec ces difficultés financières que nous avons et économiques, elles parviennent à faire des choses géniales. Tu le dragues à Mondo Vision. Non, vraiment, je suis obligé de le leur dire pour que nous continuions de résister. Donc, continuez de résister, maman. Surtout, continuez de dire à vos enfants de respecter les règles barrières. Parce que quoi qu'on dise, cette vérole, qu'elle soit naturelle ou qu'elle ait été modifiée génétiquement, elle tue les gens. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Docteur Yam, votre mot de fin également. Deux choses. La première, c'est une comparaison pour amener les gens, pour dire aux gens de respecter les règles barrières, c'est très important. Oui. La Thaïlande et la France ont eu leur premier cas de Covid-19 le même jour. À ce jour, la Thaïlande a moins de 100 morts, la France en a plus de 20 000. Pourquoi? Dès le premier jour, en Thaïlande, le port systématique du masque a été instauré. Voilà. Donc, il faut que les gens portent leur masque. C'est très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, parce que tel est le sujet de ce matin, la gratuité de la prise en charge. Que l'État écoute très bien. Il ne s'agit pas souvent de faire des effets d'annonce parce que c'est mauvais. Il s'agit de prendre le temps de réfléchir sérieusement, de creuser davantage avant de faire des effets d'annonce. De dire la vérité au peuple. De dire,
Dire la vérité n'est pas une option. Dire la vérité n'est pas une option. Parce que il faut bien que les gens comprennent ce qu'on appelle un gouvernement, un État. Un gouvernement, c'est des gens qui sont au service d'un peuple. L'employeur, c'est le peuple. Ce n'est pas le gouvernement qui est l'employeur, c'est le peuple. Et vous devez rendre compte à votre employeur régulièrement. Donc, or, comme on ne rend pas compte, on dit un certain nombre de choses qui sont parfois incohérentes, qu'on aurait pu éviter si qu'on rendrait plus souvent compte et qu'on était plus inclusif. Parce qu'aujourd'hui, la situation financière du Cameroun, on ne s'en rend pas compte, mais elle est désastreuse. Un pays qui n'arrive pas 2 ou 3 fois successivement sur des levées de fonds à atteindre ses objectifs, veut dire que ce pays-là est boudé par les milieux financiers et ça veut dire que sa crédibilité est érodée. Donc, est-ce que le gouvernement peut prendre en charge tous les malades du Covid-19 ? C'est une chose qu'il faut absolument faire. Il faut réduire un certain nombre de dépenses de prestige et s'atteler absolument à soigner le Covid-19. La dernière chose que je vais dire est celle-ci. Les gens auront peut-être l'impression que nous ne sommes pas attardés sur le sujet du jour. Mais en réalité, nous n'avons fait que répondre à cette question. Et nous n'avons fait que répondre à cette question de façon fondamentale. Si nous étions dans un pays mieux organisé, où le système, l'architecture gouvernementale était meilleure, où l'architecture de l'État était meilleure, où la nature de l'État était la bonne, où l'architecture, l'organisation du système de santé était ce qu'il y a de plus conséquent, on ne se serait pas arrivé à poser cette question parce que cette chose-là aurait été faite bien avant. Donc, il faudrait que l'État du Cameroun comprenne une chose simple ce matin. Il n'y a personne dans ce pays qui sera content que demain, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, soient brandis, présentés par l'histoire comme étant des gens incompétents, des gens qui n'ont pas su faire ce qu'ils devaient faire. Sur ce plateau, il n'y a que des gens qui leur disent ce qui nous importe. Il parlait de nos femmes. C'est que la qualité d'un État se mesure, entre autres choses, à sa capacité à protéger sa population, à assurer sa qualité de vie. C'est ça qu'on appelle le contrat social. Merci beaucoup, Dr Yamtima, d'avoir été des nôtres ce matin. Pasteur Pavedom, je vous dis également merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve. Président Bandakani, je vous dis merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence ce matin. Albert Anatola ici, merci également. C'est fait un plaisir. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne et bien l'information y est en continu. N'oubliez surtout pas, la principale occupation c'est l'amour, la seconde c'est de médire, la troisième c'est de dire des sottises. Nous aimons l'amour. Au revoir.